Et quand Cathy m'a appelée, qu'elle m'a dit Chantal, on va faire une journée de remémoration pour Doris, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ma relation à Doris? Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la lutte des femmes ni de l'avortement. Je vais essayer de vous faire comprendre comment on a communiqué et à quel endroit on communiquait toutes les deux. Avant ça, évidemment, Doris, je l'ai connue au Lilas. Les Lilas, c'est effectivement ce qu'a raconté historiquement, un très bel historique que vient de faire Eric. Mais je me suis aussi dit qu'est-ce que c'était qu'une équipe et qu'est-ce que c'était que la place des sages-femmes dans une équipe. Tout le monde comprend, et Doris particulièrement, puisqu'elle, c'est surtout ça qui a été son adrénaline, que son attachement à elle, c'était beaucoup autour de la naissance, de ce qui se passait autour du corps des femmes, de l'explosion de vie au moment des naissances et de ces miracles qu'il pouvait y avoir dans l'air à ce moment-là quand une vie arrive. Pour moi aussi, c'était ça, mais en même temps, la position de sage-femme dans une équipe, c'est aussi quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je fais un parallèle entre la naissance où la femme est seule avec sa contraction, où la contraction d'après, c'est 100% pour sa gueule, y compris quand la sage-femme est géniale, et où quand son homme est follement amoureux d'elle, et s'il l'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais même dans... Et en même temps, une équipe, c'est aussi, à un moment donné, de la pathologie qui peut arriver. Dans le cas de la pathologie, c'est l'appel au médecin. Et en bout de course, le médecin est aussi seul à prendre sa décision. Et de même qu'il est fondamental que pour une femme, les molécules qu'il y a autour d'elle soient dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'harmonie, eh bien, quand il y a quelque chose de grave qui se passe pour une femme sur le plan de la santé, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient spécialistes des molécules. Et les spécialistes des molécules, c'est les sages-femmes. C'est-à-dire que le médecin, il est en train d'essayer de résoudre un problème techniquement. La sage-femme, évidemment, elle doit l'aider techniquement aussi. Mais elle doit, et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, et c'est pour ça que j'ai aimé travailler dans une équipe, elle doit aussi être dans cette précaution de tout ce qui se passe autour, de manière à ce que les bulles et les molécules n'explosent pas, et qu'on aille tous du côté de la vie. Et quand les moments entre la vie et la mort sont hyper fragiles, je pense un des trucs les pires qui va le plus vite, c'est évidemment les hémorragies de la délivrance et les CIVD. Dans ce cas-là, je dirais que ces précautions-là prises par la sage-femme sont essentielles. Donc, une sage-femme, elle est sage-femme avec les femmes, mais elle est aussi sage-femme dans une équipe. Et elle a un petit peu la même fonction. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train de raconter. Et c'est de cette communication-là qu'est faite la communication des sages-femmes entre elles. C'est-à-dire quand on se parle, qu'on se marre, qu'on pleure, etc. En fait, on est à la recherche des molécules, y compris entre nous, et à savoir comment on est arrivé les unes les autres c'est un peu compliqué, comment on est arrivé les unes les autres à mettre en harmonie nos voyages intérieurs, comment on a trouvé des réponses, et chaque sage-femme trouve ses propres réponses, et comment ces réponses doivent rester dans l'harmonie, et comment on peut se les communiquer, et c'est ça qui fait nos amitiés, et la force de nos bonjours. Tout à l'heure, j'en ai rencontré beaucoup, et à chaque fois que je suis vachement émue, parce que je sais ça au fond. Et c'est comme ça qu'on communiquait avec Dodo. Et bon, j'ai toujours été un petit peu, et elle a toujours été aussi pour moi dans le métier et aussi en amitié, quand je dis ma petite sœur, mais c'est vraiment, vraiment de ça qu'il s'agit. Et Doris, parce qu'elle avait choisi l'accouchement à domicile et qu'elle avait choisi d'être seule en face de tout ça, elle était bien entendu taxée, comme toutes les collègues qui sont sur le même engagement, d'obscurantistes. Alors que, et c'est ça que j'étais venue vous dire aujourd'hui, ces sages-femmes-là sont réellement
profondément dans ce que doit être profondément la recherche, y compris la recherche scientifique. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de recherche scientifique sans ça. Alors, c'est de ça que je vais essayer de vous parler un tout petit peu. On ne peut pas être dans la physiologie si on n'est pas dans l'intuition de la pathologie. L'intuition, c'est le pressentiment de ce qui ne va pas bien se passer. Et le pressentiment, eh ben, ça a lieu évidemment avant que les choses se passent mal. Et c'est donc quelque chose que l'on doit sentir avant, quand tout se passe bien. Et c'est ça qui est extrêmement complexe et qui nécessite un historique. Et c'est ça une sage-femme. C'est-à-dire une sage-femme, c'est quelqu'un qui arrive à essayer de comprendre l'histoire de chacun, l'histoire du moment, d'où on vient et où on va aller. Alors que l'urgence, pour lesquelles sont plus formés les médecins, c'est davantage l'intervention dans l'instant et la résolution dans l'instant. C'est comme si vous préférez, l'urgence, c'est comme si d'un seul coup il y avait une pesanteur au niveau du temps. C'est comme si le temps était lesté, que tout devient plus lourd à ce moment-là et qu'il faille, pour résoudre ça, alléger ce moment-là. Alors, ce pressentiment, c'est aussi... pour moi, évidemment, les praticiens qui... Enfin, évidemment que là, je sens bien que je suis dans une salle où vous allez l'entendre, mais si jamais je parlais comme ça dans un congrès scientifique, je serais traitée d'éliminée, là. C'est-à-dire qu'on dirait, mais d'où elle vient, où elle va, etc. Ce que je veux dire, c'est que plus on travaille le pressentiment, c'est-à-dire plus on a d'expérience en fait en tant que sage-femme, et plus en fait les femmes sont en sécurité, contrairement à ce qui pourrait être dit. Et pourtant, je répète, ça ne fait pas partie, même pas des qualités dont on parle en médecine, ni même des valeurs nobles de la médecine. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, les gens confondent le pré-rationnel, c'est-à-dire ce qui arrive avant que les choses soient rationnelles, et l'irrationnel. Et bien sûr que ça n'a rien à voir. L'irrationnel, c'est quelque chose qui s'oppose à la raison, alors que le pré-rationnel, c'est ce qui précède la raison. Et justement, la science me semble être ce qui permet de faire le tri entre les bons pressentiments et les aberrations. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et pour ça, il faut des scientifiques, bien sûr, qui soient complètement exempts d'engagement pourri avec les laboratoires et le reste. Enfin bon, vous connaissez ça. Il y a aussi, par peur du pressentiment, le fait de pouvoir tomber dans une folie qui est celle, à mon avis, qui est la plus répandue actuellement, de celui qui a absolument tout perdu, sauf la raison. Et quand tu as tout perdu, sauf la raison, t'es fou aussi. Et c'est plutôt là-dedans que sont actuellement les services des grandes maternités. Je voulais citer deux exemples dans l'histoire de la science qui me parlent beaucoup. C'est la découverte de la lumière bleue, vous savez, pour les bébés, pour la conjugaison de la bilirubine libre. Voilà. Cette découverte, elle a été faite par le docteur Kremer, qui s'appelle, et ça s'est passé à l'hôpital de Rochefort en Angleterre, où il y avait une infirmière qui s'appelait Jane Ward et qui avait remarqué qu'en mettant les berceaux près des fenêtres, les bébés étaient moins jaunes. Et cet exemple, au niveau de la science, m'a toujours beaucoup passionnée parce que dans un hôpital tel qu'il est aujourd'hui, une fille qui ferait ça, avec un médecin qui passerait, il dirait « Mais qu'est-ce que tu fous avec tes berceaux range-moi ça tout de suite, c'est pas propre, il risque d'y avoir de la, je sais pas quoi, du vent, du... » Et là, celui-là, il est allé au-delà de ce qui est les hiérarchies habituellement. Il a écouté qu'est-ce que pouvait être le pressentiment de cette femme-là et il a été vérifié. C'est-à-dire qu'il est parti sur une vraie démarche scientifique. Et du coup, on a découvert cette histoire. Il a donc
transgresser les préjugés culturels et hiérarchiques. Et donc, il va arriver à ce traitement. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, parce que c'est toujours quelque chose qui émeut en général tous les gens qui font de la médecine, c'est l'histoire de Semmelweis. Vous savez, ce médecin hongrois qui, avant Pasteur, a découvert l'asepsie et le fait qu'il était dans un hôpital et qu'il s'était aperçu qu'il y avait des fièvres puerpérales qui étaient transmises par les médecins, vous savez, qui allaient faire des autopsies. Donc à ce moment-là, on n'avait pas encore la notion de ce qui était le microbe, proprement dit, puisque ça c'est Pasteur qui l'a découvert plus tard. Mais il y avait deux maternités, une maternité où travaillaient des sages-femmes et la maternité où travaillaient les médecins. Le taux de fièvre puerpérale où travaillaient les sages-femmes était 2,4% et là où étaient les médecins, qui sortaient donc des autopsies, c'était 18% de femmes qui mouraient de fièvre puerpérale. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a, évidemment, lui, alors, il pensait que c'était l'humeur des morts, donc il a fait laver les mains à tout le monde et puis après il a fait nettoyer aussi les instruments de manière à ce que les choses passent. Mais évidemment que ce médecin, en faisant ça, en gros, il a dit que on a été obligé de constater que pendant des années, c'est les médecins qui avaient transmis la mort. Et bien entendu qu'il a été hué et détesté de ses collègues autrichiens médecins, comme ça, parce qu'il fallait reconnaître ça et reconnaître ses torts. On l'a vu dernièrement pour un médecin à l'Assemblée nationale, c'est pas toujours facile. Hein. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que j'ai pas menti. Hein. On a vu Cahuzac il y a pas longtemps. Donc ce fait-là a fait qu'il a donc été banni de ses collègues médecins qui lui reprochaient aussi de suivre des préceptes religieux. Pourquoi ? Parce que, notamment dans le judaïsme, quand on sort d'un cimetière, on se lave les mains. Et ça, ce pressentiment qui est inscrit dans des traditions a précédé ce qu'a découvert effectivement Semmelweis. C'est pour ça que je pense que la science est faite de pressentiments. Il faut juste savoir faire le tri, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ce qui me semble qui est au cœur de la démarche scientifique, c'est la probité, c'est-à-dire une ascèse qui est orientée vers la recherche de la vérité dont l'origine est complètement spontanée. La science, c'est donc de discriminer dans ce qui existe, pas seulement ce qui est irrationnel, mais ce qui est dans l'irrationnel, pré-empirique et pré-rationnel. Voilà. La dernière chose que je vais dire en conclusion, oui, peut-être les deux exemples aussi de Lévi-Strauss, qui s'est aperçu que l'Amazonie, ce n'était pas une forêt vierge, mais que c'était en fait un jardin où les Indiens avaient su essaimer, mettre les graines, faire pousser aux endroits où c'était important pour eux, pour que la vie puisse exister. Et puis aussi Darwin, qui s'aperçoit que les paysans font bien le tri dans les plantes qui sont à repiquer et ne font pas n'importe quel tri, et que ce tri-là fait partie de leur quotidien et qu'il émane d'une sagesse qui est bien sûr empirique. Donc ma conclusion, c'est de dire qu'être sage-femme est donc bien d'assumer la partie empirique qui compose nos savoirs, mais c'est aussi nous battre pour ne jamais perdre nos intuitions dans la médecine protocolaire qui écrase quotidiennement et la sage et la femme. Voilà, j'ai fini.